Bien, messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs, notre débat d'aujourd'hui intervient dans un contexte largement décrit depuis tout à l'heure, international et économique particulièrement bouleversé, tensions liées au conflit au Moyen-Orient, croissance atone, moins 0,2 points par rapport au PLF 2026, inflation en augmentation de 0,6 points et renchérissement du coût de la dette. Les évolutions de la situation budgétaire, la détérioration tendancielle des soldes publics n'appelle pourtant aucune interrogation de votre part sur la pertinence des politiques budgétaires mises en œuvre. Quoi qu'il en coûte pour nos finances publiques, vous excluez des possibilités celles qui questionnent la fiscalité et vous réservez à la dépense publique la fonction d'ajustement en cours d'exécution budgétaire pour tenir les objectifs de déficit annoncés lors du projet de loi de finances. Preuve en est, la solution que vous apportez est celle du gel des dépenses, en éloignant tout débat démocratique à la hauteur des enjeux, nonobstant l'organisation d'un comité d'alerte des finances publiques qui ne saurait être un substitut crédible à la consultation sérieuse du Parlement. Nous avons aujourd'hui un débat suite à vos annonces, monsieur le ministre chargé des comptes publics, ou plutôt suite aux chiffres annoncés de 6 milliards d'euros de nouvelles mesures d'économie, sans disposer d'aucune précision sur les ministères concernés, ni sur l'ampleur des efforts qui leur seront demandés. Est-ce vraiment utile de débattre dans ces conditions? Est-ce vraiment respectueux de l'Assemblée nationale que d'organiser un tel débat en indiquant que les choix d'économie seront dévoilés plus tard, sans que nous puissions ne serait-ce que discuter d'éventuelles hypothèses d'économie? Après que 4 mois de débat budgétaire à l'automne dernier, une adoption difficile du budget, l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur celui-ci, c'est pourtant ce même budget que vous rabotez. Que devons-nous donc déduire de la cohérence et de la sincérité budgétaire qui entoureront l'examen du prochain projet de loi de finances? Seule certitude, une fois de plus, vous privilégiez une stratégie centrée sur la réduction des dépenses avec des gels, surgels et coups de rabot, une stratégie déjà décriée ces dernières années par la Cour des comptes tant elle freine l'activité et nuit à la capacité de projection des ménages, des entreprises, des collectivités territoriales. Plus globalement, nous estimons que l'ambition souhaitable d'assainissement de nos comptes publics, en excluant une augmentation pérenne de la fiscalité, cette ambition-là est vouée à l'échec. Les évolutions démographiques de nos sociétés, et avec elles la croissance des dépenses de retraite et d'assurance maladie, l'intensité de la menace extérieure traduite par une croissance de nos dépenses militaires, ou encore les ambitions de réindustrialisation et de transition écologique ne sont pas réalistes à un niveau de dépenses publiques stable ou diminué. Avec vos politiques, nous nous condamnons à des déficits élevés qui viennent à leur tour menacer notre souveraineté. Vous l'avez dit, le contexte international nous oblige à repenser notre modèle pour sortir durablement de nos dépendances, notamment énergétiques, en investissant dans la décarbonation et l'autonomie du pays. Nous nous réjouissons de vous voir enfin rejoindre cette ambition que nous portons depuis longtemps, mais celle-ci suppose des choix politiques clairs et non des demi-mesures. Vous devriez au contraire engager une accélération nette qui permettrait d'atteindre nos objectifs climatiques que vous semblez ne pas prendre autant au sérieux que nos objectifs budgétaires. Nous avons écrit par l'intermédiaire de notre présidente au Premier ministre pour lui faire connaître nos propositions, parmi lesquelles une baisse temporaire et significative du prix des billets de train, un plan pluriannuel de soutien à la rénovation, à la modernisation du réseau ferré, un soutien affirmé au déploiement des Serm, et cela sans exclure évidemment une plus grande fermeté sur le contrôle des marges des distributeurs notamment. Sur le volet de recettes, quid de la fiscalité de l'héritage, succession et donation, et du patrimoine dont la croissance est forte et de plus en plus concentrée, et qui serait évidemment utile, entre autres, au financement des transitions. Pour conclure, le PSMT s'inscrit dans les pas d'une politique communautaire que nous jugeons anachronique, l'Union européenne ne pouvant être l'idiot utile d'un monde qui s'est transformé et qui ne se soumet pas aux mêmes contraintes budgétaires et financières que nous autres Européens. Pandémie de Covid, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient, le projet européen doit s'adapter à des situations de crise qui ne relèvent plus de l'exceptionnel, mais qui aujourd'hui sont la structure même de nos sociétés. La France et ses ministres devraient porter ce débat au niveau européen, plutôt que de vouloir être les bons élèves d'une doctrine édictée sur un coin de table dans les années 90.